voici mon témoignage, Marc Cazot, j'ai bientôt 80 ans, c'est mon témoignage de mon engagement dans la résistance. Pourquoi je suis entré en résistance? C'est parce que dès le début de l'occupation, j'ai été foncièrement contre l'occupation de l'ennemi, contre l'occupation allemande. Alors, je ne savais pas quoi faire, évidemment, mais dès ma rentrée au lycée de fin 40, avec deux de mes camarades que je connaissais depuis longtemps et qui j'avais toute confiance, nous avions décidé de faire quelque chose. Quoi? Nous ne savions pas. Aussi tout bêtement, avec des pages de cahiers d'écoliers, que nous coupions en général en quatre, nous écrivions soit Vive de Gaulle, soit nous dessinions la croix de Lorraine, et à la sortie du lycée, tous les jours, nous glissions ces papiers-là dans des boîtes à lettres. Ça pouvait paraître enfantin, mais enfin, ça montrait que qu'il y avait quelques Français qui n'étaient pas favorables à la collaboration. Bon, puis ensuite, je me suis mis à passer la ligne de démarcation en fraude, bien entendu, route de Saint-Sevé, à côté de la route de Saint-Sevé. Un peu plus tard, ça c'est trop long à expliquer, mais je suis entré en relation avec M. Chary, qui était le patron de ce qu'on appelle maintenant la DDE, des ponts et chaussées, et qui, lui, voulait faire passer en zone libre des documents qui provenaient des aménagements que faisaient les Allemands au camp d'aviation. Il me passait ces documents, je traversais la ligne de démarcation avec, je les remettais à un officier, c'était un lieutenant dont le nom m'échappe d'ailleurs complètement, qui habitait Grenade et qui commandait le poste français à côté de la ligne de démarcation. Bien, ensuite, bon, j'ai continué comme ça, et puis ensuite, le 31 mai 1942, le jour de la fête des mères, le jour officiel de la fête des mères, aux arènes de Mont-de-Marsan, quand l'harmonie municipale a joué Maréchal Nous voilà, je ne me suis pas levé alors que tout le monde se levait. J'ai reçu l'ordre de me lever, ordre donné par un professeur du lycée, dont je préfère ne pas citer le nom, j'ai refusé, et au bout d'une certaine discussion, j'ai fini par lui dire que je ne connaissais qu'un seul hymne national, c'était la Marseillaise, que je ne connaissais pas du tout le maréchal Nous voilà et que je me refusais à me lever. Mais que je le payais très cher, effectivement, dès le lendemain, il faisait réunir le conseil de discipline du lycée et on m'a mis à la porte du lycée pour mener action gaulliste et communiste par éthique. Bon, passons, je ne faisais pas de politique, donc ça ne jouait pas. Mis à la porte du lycée, je suis parti à Bordeaux continuer les études. C'est M. Chary qui m'avait donné un point de chute à Bordeaux où j'ai pu entrer en relation avec un réseau, dont j'ignorais totalement le nom bien sûr. Et ce réseau, j'ai fait en quelque sorte l'agent de liaison, c'était pas bien important, mais enfin, c'est ce que je faisais. À deux reprises, j'ai porté une petite valise, on m'a dit après que c'était un poste émetteur-récepteur. C'était à coup sûr vrai. Puis je portais des documents d'un endroit à un autre. Bon, mais je voulais partir rejoindre la force française combattante du général de Gaulle. La résistance telle que je la faisais m'intéressait, mais je trouvais que ce n'était quand même pas très très important. Et c'est une femme que je n'ai connue que sous le nom, son nom de guerre, son nom d'Elisabeth, qui m'a donné le point de chute pour passer en Espagne. Elle m'avait donné 3 noms, un à Montrégeau, un à Lannemezan, un à Rocadéac. C'était messieurs Marchex, Barrère et Garcia. Je suis donc parti fin octobre 42, je précise bien, 1942, je suis parti là-bas, après avoir une fois de plus traversé la ligne de démarcation en fraude. Bon, j'ai vu ces gens-là, j'ai vu surtout Marchex et Barrère, qui m'ont dit oui, bon, il faut attendre quelques jours, on ne peut pas en quelques secondes programmer un passage de frontière. Et ça tombe bien parce qu'à Mont-de-Marsan, j'ai laissé 2 camarades, j'avais promis de les amener quand je partirais. Je suis donc revenu à Mont-de-Marsan, où j'ai vu mes 2 camarades, Marcel Dupouille et Jean Lemercier, et il y en a un qui m'a suivi, qui m'a dit « bon, je viens avec toi », c'était Marcel Dupouille. Nous sommes repartis, nous sommes revenus à Montrégeau et Lannemezan, où nous avons attendu quelques jours quand même, et puis de là, par le tender, de locomotive, nous sommes allés jusqu'à Pau, jusqu'à très près de la gare de Pau, où là le train a ralenti, et où le mécanicien ou le chauffeur nous ont fait signe de sauter. Nous savions à ce moment-là que nous devions faire connaître derrière la gare de Pau, avec un journal à la main, et
etc., etc. Et effectivement, quelqu'un nous attendait, mais il n'était pas seul. Il y avait 4 autres candidats au passage de la frontière. De là, nous avons pris un car vers Oloron. À Oloron, il y a un bonhomme en voiture qui est venu nous chercher et nous a amenés aux environs de Tardets, peut-être même dans Tardets, mais dans le début de la montagne. Nous a laissés dans une grange où 2 anciens contrebandiers sans doute sont venus nous chercher et nous ont fait passer la frontière. Nous avons marché toute la nuit, nous sommes partis le soir, nous avons marché toute la nuit, nous avons marché toute la journée le lendemain, toute la nuit encore, et puis le surlendemain, en plein jour, ils nous ont dit voilà, l'Espagne c'est là-bas au fond, c'est le Rio Irati au fin fond, et de l'autre côté c'est l'Espagne. Bon, je ne sais pas si c'était le Rio Irati, mais en fait c'était un ruisseau. Et puis nous avons descendu, seulement nous avons mis plus de 3 heures pour descendre, nous n'étions pas des montagnards. Et nous sommes arrivés à la tombée de la nuit au bord du ruisseau, nous avons d'ailleurs dormi là, et le lendemain nous avons traversé ce ruisseau sur des galets, il était très très profond, sont passés de l'autre côté. Et vers midi, nous avons été mis en joue par 2 guardias civils, 2 carabiniers, je ne sais pas, qui nous ont dit « à qui Espagne, et bon, ils nous ont arrêtés. Ils nous ont arrêtés gentiment d'ailleurs, bon, et puis c'est tout. Ils nous ont amenés, nous ont fait marcher toute l'après-midi, nous ont amenés à leur caillolard, c'était leur poste leur poste dans la montagne, nous avons passé la nuit avec eux. J'ai d'ailleurs remis un pistolet, car il faut que je précise que Elisabeth m'avait remis un pistolet, c'était un petit 635 avec une boîte de 25 cartouches. Je l'ai remis par prudence tout de suite au chef de poste, qui était un caporal, et immédiatement ils ont réagi, mais enfin lui a compris, il m'a dit donnez-moi ce pistolet, je l'ai donné, et puis je suis persuadé qu'il l'a gardé pour lui, d'ailleurs bon, ce n'est pas bien grave. Et le lendemain, nous sommes allés à pied jusqu'à Bourguette, toujours accompagnés par 2 carabiniers. De Bourguette, il y a eu une petite camionnette de la Guardia Civile, ou la police armada, je ne sais plus. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai jamais su. Et nous ont ramenés, et ça c'était dans le jour où nous ne nous en rendions pas compte, jusqu'à Valcarlo, c'est-à-dire jusqu'à la frontière. À la frontière, ils ont laissé dans une maison, qui était d'ailleurs un petit bistrot, et ils sont revenus avec 2 officiellement. Alors là, nous avons commencé à avoir un peu peur. On nous demandait ce qui se passait. En fait, ces 2 officiellement, après bien nous avoir regardé, après avoir discuté avec les Espagnols, il y avait un officier espagnol, ils n'ont pas dû faire affaire à notre sujet, ils sont repartis, et la camionnette de la Guardia Civile est venue nous rechercher le soir, la nuit était tombée, et nous a amenés à Pamplune. Nous sommes arrivés en pleine nuit, on nous a enfermés à la prison provinciale de Pamplune, on nous a enfermés là, où nous sommes restés, je crois, 8 ou 10 jours, je ne sais plus exactement. Je signale simplement en passage que pendant ces quelques jours, nous mangions très très mal, nous étions 9 dans une cellule qui était faite pour 1 ou 2, hein, et nous est arrivé à 2 reprises d'entendre des détonations petit matin, c'était des coups de fusil bien sûr, et un prisonnier espagnol nous a expliqué ce que c'était. C'était des prisonniers espagnols, des anciens rouges, comme ils les appelaient, des anciens républicains de la guerre civile, qui après avoir été condamnés, et ils n'étaient pas les seuls, loin de là, après avoir été condamnés à mort, au bout d'un certain nombre de prières, il fallait qu'ils entendent quelques centaines de prières, et quand ils avaient entendu ces prières tous les matins, ils étaient passés par les armes. Bon, bon matin, ou plutôt c'était encore en pleine nuit, on nous a enchaînés, et jusqu'à la gare, et de la gare nous sommes partis, par le train bien sûr, jusqu'à un endroit qui s'appelait Miranda de Ebro, dont nous n'avions jamais entendu parler. C'était le camp de concentration de Miranda de Ebro. Nous sommes arrivés le soir tard, il faisait nuit. Nous n'avions ni bu ni mangé de la journée, bon, c'était pas extraordinaire, et quand nous sommes arrivés, évidemment, personne ne nous a donné à boire ni à manger. Nous sommes restés sur la petite place du camp de concentration jusqu'à lendemain. On nous a indiqué une baraque. Personnellement, j'étais à la baraque 24 avec 3 de mes camarades, mon camarade qui était parti mon ensemble avec moi, et puis un autre qui était un ancien
policier de Paris, un de ceux qui avaient traversé la frontière avec moi. Et là, nous sommes restés jusqu'à donc je crois le 17 mai 1943, c'est-à-dire en chiffre rond, je suis resté 6 mois en prison et au camp de concentration. Et là, après avoir fait la grève de la faim, je n'étais pas seul, tout le camp a fait la grève de la faim en janvier 1943, nous avons été remis, nous avons été expulsés en quelque sorte, et remis dans les mains à Madrid d'une équipe formée par Monseigneur Boyemas, qui représentait un petit peu la France libre, et le lycée français de Madrid, qui nous a hébergés, et enfin, oui, nous a hébergés, mais nous avons été moi j'étais dans une pension de famille, 24 Calle Arenal, c'était la pension Libor. Nous sommes restés quelques jours là en attendant que l'on nous mette dans un train à la gare de la Delicias. Lequel train nous a menés, nous étions nombreux. Je crois que nous étions un millier, peut-être plus, prisonniers que les Espagnols avaient expulsés. Nous sommes arrivés au Portugal à Setúbal. Setúbal, où nous avons embarqué, il y avait 2 bateaux français, le Djebel Orez et le Sidi Ibrahim, et nous avons embarqué à destination du Maroc, car entre-temps, bien entendu, d'ailleurs très peu de temps après que je suis parti de Bordeaux, il y avait eu le débarquement allié en Afrique du Nord. Je tiens à dire, au passage, car j'y tiens vraiment, que si les Espagnols nous ont très très mal reçus, d'abord les franquistes et les phalangistes, surtout les phalangistes, quand ils nous regardaient, étaient très méchants avec nous. Personnellement, j'ai reçu 2 ou 3 raclés, les cheveux rasés à zéro, ça c'est pas bien grave à 2 reprises, bon, passons. Et je dois dire une chose, c'est que quand nous sommes arrivés au Portugal, les Portugais nous ont reçus d'une façon extraordinaire. Voilà un peuple qui avait faim, un peuple qui était pauvre. Et bien voilà un peuple qui nous a, dès que nous avons passé la frontière, le train s'est arrêté, il y avait des guirlandes, hein, vive la France, etc., avec des fleurs, bon, et ils nous ont donné à manger ce qu'ils avaient, à boire aussi, bien sûr. C'était surtout des jus de fruits, enfin, et de l'eau surtout, mais à manger. Ces gens-là qui n'avaient pas de quoi manger pour eux, ils nous ont reçus d'une façon merveilleuse. Et je tenais à le signaler. Ce qui fait que j'ai gardé une certaine reconnaissance du ventre vis-à-vis des Portugais, d'ailleurs nous tous. Quand nous en avons parlé ensuite entre évadés de France, qui avions vécu ça, nous tous, nous avons gardé une grande reconnaissance vis-à-vis des Portugais. Bon, voilà, je suis arrivé ensuite, enfin, les convois de bateaux, il y avait ces 2 bateaux, entourés par 2 torpilleurs et un petit croiseur, je crois. Et au fur et à mesure où nous approchions des côtes marocaines, il y a des avions qui nous ont survolés, qui nous protégeaient contre les sous-marins. Je suis arrivé au Maroc, fin mai, je ne sais plus quelle date, où immédiatement je me suis engagé pour la durée de la guerre. Puis, donnant mes diplômes, disant ce à quoi j'avais appartenu, puisque j'avais appartenu à un réseau de résistance à Bordeaux, j'ai fait le concours pour rentrer à l'école des officiers de Cherchel, où j'ai eu la chance d'être reçu. Et j'ai été dirigé sur Cherchel. Seulement, entre-temps, j'ai été touché par 2 officiers des services des services spéciaux, à cause justement de mon passage dans un réseau à Bordeaux. C'est ce qui fait que j'ai appartenu aux services spéciaux, je peux le dire, il n'y a pas de secret maintenant. Hein. Tout en étant dans l'armée, j'ai appartenu aux services spéciaux et j'ai travaillé pour les services spéciaux pendant toute la guerre. Voilà. Et après Cherchel, j'ai été versé dans les tirailleurs marocains, que j'ai rejoint tout de suite, parce que Cherchel, ça s'est terminé le 30 septembre ou le 1er octobre 1943, et il y avait des troupes françaises qui allaient partir bientôt en Italie. Alors je ne voulais pas perdre ça, je n'ai pas pris la permission de 3 semaines à laquelle j'avais droit. J'ai rejoint tout de suite le régiment auquel j'étais versé, le 8e régiment de tirailleurs marocain. Voilà, et je suis arrivé en Italie, c'était en novembre, je crois, vers le 20 novembre, quelque chose comme ça, en Italie. Nous avons débarqué à comment ça s'appelle, ce port très très connu,
Bon, peu importe, le nom m'échappe maintenant. Naples, 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 Naples. Voilà. Voilà pour ça. Maintenant, c'est la suite. Oh, ben la suite, c'est pas difficile. Hein. La suite, bon, eh bien, j'ai été donc avec mon régiment, le 8e RTM. Nous sommes montés en ligne en décembre, je crois vers le 10 ou le 15, vers le 15 décembre 1943. Et alors là, date dont je me souvenais toujours, parce que c'était le 26 décembre, le lendemain de la Noël, nous avons, mon régiment a attaqué le piton de la Ménarde. La Ménarde, c'est une série de plusieurs pitons, d'ailleurs. Bon, le 26 décembre, nous avons attaqué, nous avons été largement repoussés, nous avons été hachés à menu, mais le lendemain, nous avons pris l'attaque et nous avons pris la Ménarde. Je vous dirais que dans ma compagnie, je suis resté, j'étais aspirant, je suis resté le seul officier debout. Tous les autres avaient été tués ou gravement blessés, n'assurait plus le commandement. Ce qui fait que, tout jeune aspirant depuis 3 mois, alors que je savais à peine commander ma section, je me suis trouvé commandant la compagnie pour quelques jours en attendant que un renfort d'hommes et d'officiers. C'est tout. Bon, nous avons pris non seulement la Ménarde, nous avons pris quelque chose de très dur aussi, c'est la Costa San Pietro, qui a été très dur à prendre. Nous avons laissé beaucoup de plumes, et c'est là notamment, entre autres, où j'étais le seul officier commandant la compagnie. Bien, et bien ensuite, nous avons été en semi-repos, d'abord un petit peu au repos, pendant que notre régiment, le 4e régiment division, prenait le Belvédère dans des conditions très dures. Ils se sont même battus à coups de pierre. Je dois dire que cette armée d'Afrique s'est remarquablement battue avec beaucoup de courage, même si beaucoup d'officiers étaient girodistes, pour ne pas dire pétainistes encore, mais ils avaient compris quand même qu'il fallait délivrer la patrie. Et les quelques évadés de France, très rares à l'époque, qui étions en ligne, nous n'étions pas très bien vus, parce que nous étions tous des gaullistes fatalement. Nous venions de zones occupées, hein, ou même de zones libres, mais nous étions anti-allemands depuis le début. Alors nous étions ce qu'on peut appeler des gaullistes. Ça soit politique, c'était uniquement pour des faits de résistance. Mais quand même, il y avait la camaraderie de combat, ils nous reprochaient souvent d'avoir suivi un déserteur, car il traitait de Gaulle de déserteur. Comment je leur disais que les déserteurs, c'est ceux qui étaient des naphtalinards, c'est-à-dire qui avaient rangé leur uniforme tranquillement dans la naphtaline et qui n'avaient rien fait. Tandis que ceux qui avaient suivi de Gaulle s'étaient battus. Partout, à Birakem, à Trot, etc. On ne pouvait donc pas les appeler déserteurs. Voilà quel était mon point de vue, et quel était le point de vue, je pense, d'à peu près 80 ou 90% des évadés de France. Mais bon, enfin, on avait quelques discussions, mais qui étaient quand même amicales. Et puis ensuite, je dois dire que je suis revenu en Afrique du Nord pour une autre raison, c'était dû à ce à quoi j'appartenais, mais pour très peu de jours pour suivre une affaire que j'avais découvert, une affaire beaucoup plus grave, mais c'était une question on va dire, de contact avec les Allemands entre certains officiers français, malheureusement. Très peu nombreux. Mais enfin, quelques-uns. Bon, passons. Et je suis revenu aussitôt, presque aussitôt, à l'Italie. Et là, le 11 mai au soir, nous avons attaqué sur le Carigliano. On a beaucoup parlé du Mont Cassin. Le Mont Cassin, ça a été une grosse bataille, j'appelle ça une bataille idiote, où les Américains, qui étaient pas moins courageux que les autres, mais n'avaient aucune tactique, ne savaient pas agir. Alors, ils bombardaient, et puis ils pontaient à l'assaut. Ils ne manœuvraient jamais. Résultat, les Allemands, qui sont des soldats remarquables, il faut le reconnaître, et avec des sous-officiers, des officiers non moins remarquables, ils leur fichaient une râpée chaque fois. Alors, les Américains, les Anglais, les Néo-Zélandais, tout ça, on recevait une raclée devant le Mont Cassin chaque fois. Même les Polonais de la division Anders, qui sont très courageux, qui sont des soldats excellents, mais qui malheureusement étaient sous les ordres des Américains, eh bien, ils ne pouvaient rien faire.
Et c'est à ce moment-là que le général Juin, qui commandait le corps expéditionnaire français, qui lui était un général remarquable, certainement le meilleur général que l'armée française à ce moment-là ait connu, et qui était vu de très haut par les Américains, les Anglais, etc., qui nous reprochaient 1940, hein, qui n'avaient aucune confiance en l'armée française, mais devant leur raclée prise chaque fois, ils ont commencé quand même à écouter Juin, qui leur disait c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut passer par la montagne et arriver derrière le Mont-Cassin et ouvrir la route de Rome. Parce que le Mont-Cassin, c'était la route de Rome qui était faite. Eh bien, le général américain Clark, qui était à coup sûr un garçon intelligent et qui avait compris, a dit à Juin, oui, mais qui va faire ça? Moi, je vais le faire avec mes soldats français, enfin l'armée d'Afrique, en quelque sorte. Clark dit, bon, mais je suis d'accord. Et ils ont demandé au général anglais, qui commandait en chef du théâtre méditerranéen, qui n'y croyait pas beaucoup, mais qui a fini par dire à Juin, ben, je suis d'accord. À vos risques et périls, c'est vous qui le faites. Et Juin a mis sur pied l'attaque. Cette attaque qui a débuté le 11 mai, qui a d'ailleurs intéressé les Américains et les Anglais. Mais enfin, c'est nous, Français, qui attaquions pour passer la ligne Gustave, cette fameuse ligne Gustave qui coupait l'Italie en deux et qui barrait littéralement toutes les routes vers Rome. Après une attaque très dure, comme pour la Ménarde, nous avons été renvoyés sur nos positions, sauf mon régiment, le 8e RTM, où nous avions pris, dans la journée du 11 au 12 mai, nous avions pris le Phaéton, qui était un des pitons de la ligne Gustave. Nous sommes le seul régiment à avoir pris cela. Je ne veux pas dire que les autres n'avaient pas combattu aussi courageusement, bien sûr que si, mais c'était comme ça. D'ailleurs, ce 8e RTM est toujours resté le régiment privilégié du général Juin. Il avait une confiance extraordinaire au 8e RTM. Et le lendemain, nous sommes repartis à l'assaut. Nous avons descendu le Phaéton pour aller derrière le Maillot, et l'autre régiment frère, le 5e, appartenant à ma division, la 2e division d'infanterie marocaine, a attaqué le Maillot, a pris le Maillot avec nous qui étions de l'autre côté déjà. Et à ce moment-là, les Allemands ont abandonné le Mont-Cassin. Pourquoi? Parce que nous étions passés derrière, nous avions tourné. Et les Polonais ont pris le Mont-Cassin, mais le fusil à la bretelle. Il n'y avait plus personne. Bon, nous avons été un petit peu relevés par les tabords marocains du général Anglade, puis par la 3e division d'infanterie algérienne de Montsaber, excellente division. Et puis nous avons tous repris quand même la route de Rome. Nous sommes arrivés à Rome le 5 juin, seulement les Américains nous ont intimé l'ordre de nous arrêter, ils voulaient rentrer les premiers dans Rome. Et en fait, nous étions rentrés dans les faubourgs de Rome dès la fin du 4 juin. Et le 5 juin, nous sommes infiltrés, sans nous montrer aux Américains, nous sommes infiltrés dans Rome et ont eu l'honneur de rentrer les premiers, ce qu'il faut. C'est nous qui sommes rentrés les premiers. Mais enfin, cela n'est pas bien grave. Nous avons pris Rome, je dois dire une chose, que partout où nous passions, les Italiens nous recevaient à bras ouverts. Nous étions reçus non pas comme des ennemis, nous étions leurs ennemis, il ne faut pas l'oublier. Mussolini nous avait déclaré la guerre. Et les Italiens, surtout les Italiennes, nous ont reçus à bras ouverts, et à Rome, ça a été le déchaînement de joie des Italiens et des Italiennes pour nous recevoir. Franchement, nous n'étions pas un pays ennemi, nous étions un pays ami. Bon, nous sommes restés quelques jours dans Rome, défilés dans Rome, devant tous les généraux. Je tiens à rapporter les paroles du général américain, du général Clark, qui a dit au général Juin, ce sont des paroles que je n'ai pas entendues, bien sûr, mais qui sont connues parce qu'elles ont bien été répétées. Merci Juin, sans vous, nous ne serions pas là. Ce qui était la reconnaissance absolue des Américains et des Anglais, que c'est nous qui avions remporté la bataille. Ils ne s'en sont jamais cachés d'ailleurs. Bon, ensuite nous avons continué vers Sienne, nous sommes arrivés à Sienne. Belleville, Sienne, tout ce qui s'ensuit. C'est la 3e division algérienne qui est rentrée la première à Sienne. Nous étions par côté. Et nous avons continué vers Florence. Et arrivé, je ne sais plus, une vingtaine de kilomètres de Florence, nous avons été relevés par les troupes alliées, par les Anglais. En fait, c'était des hindous. Et puis nous sommes repartis, mais déjà, il y avait quelques troupes françaises qui avaient été rappelées. Nous avons rejoint Tarente, le port de Tarente, qui est dans le talon de la botte italienne. Le talon à l'intérieur du talon.
où nous avons embarqué dans les jours qui ont suivi pour débarquer à Cavalère, médecin trompeste. Cavalère, pour fin août, nous avons débarqué. Et c'est la campagne de France qui a commencé. Bon, nous avons pris, pas nous personnellement, je n'appartenais pas au régiment qui a pris ni Toulon, ni Marseille. Nous étions ailleurs, nous avons monté une partie de Rhône, et puis nous, mon régiment a été dirigé vers Briançon. Nous sommes restés autour de Briançon, et puis nous avons été rappelés dans les Vosges, où les troupes alliées, les troupes françaises étaient véritablement bloquées. Car il faut dire que si les Allemands se sont battus de façon extraordinaire en Italie, je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était des soldats remarquables, même si je ne les aimais pas à l'époque, il faut reconnaître les vérités. Et la campagne de France, Toulon, Marseille, la remontée du Rhône, Lyon, bah, ça a été en demi-teinte, ce n'était pas bien terrible. Bon, bien sûr que nous avions des pertes, mais enfin, ce n'était pas bien terrible. Par contre, dès que nous sommes arrivés dans les Vosges, en bordure de l'Alsace, terminé. L'Alsace, c'était chez eux. Et on a retrouvé le soldat allemand intransigeant, très dur, très volontaire, très courageux. La campagne, si je puis dire, en fait, du moins la bataille des Vosges et de l'Alsace a été très, très, très dure. Très dure, la prise de Colmar, de Mulhouse, tout ce qui s'ensuit. En même temps, le général de Clerc avait pris Strasbourg. J'ai dit tout à l'heure, je tiens à le préciser aussi, que le général Juin était certainement, et de loin, le meilleur général que l'armée française ait eu à ce moment-là. Et je dois dire que le général Leclerc, qui était tout jeune à l'époque, a été le plus brillant de tous. C'était véritablement le cavalier en l'âme. Mais le cavalier qui n'était pas un fausseur à tout craint. Mais il réfléchissait, il analysait en quelques minutes et il fonçait. C'était un général remarquable. Bon, à ce moment-là, je voulais lui dire que depuis le débarquement à Cavalère, depuis le débarquement en France, nous n'étions plus commandés par Juin, qui avait pris le poste de chef d'état-major général de l'armée française. Nous étions commandés par le général de la Tassini, qui était un bon général. Il n'avait pas que des amis, de toute façon, c'était dû à son caractère, mais c'était quand même un bon général. Et ensuite, quand nous avons fini par prendre l'Alsace, il y a eu surtout cette fameuse contre-attaque allemande, où les Américains voulaient abandonner Strasbourg et tout ce qui s'ensuit, car les Allemands avaient contre-attaqué et tenté de nous tourner. Et alors, le général Eisenhower pensait que nous ne pouvions pas tenir Strasbourg. Et là, le général de Gaulle s'est opposé et a donné l'ordre au général de Tassigny de garder, de maintenir Strasbourg. De Lattre voulait désobéir à De Gaulle, parce qu'il dit « je suis sous les ordres des Américains ». De Gaulle lui a rappelé qu'il était d'abord sous les ordres de la France. Et là, il a été très sec. Il a dit « De Lattre, vous restez à Strasbourg. Et vous conservez Strasbourg. » Et nous sommes arrivés avec 4e RTT, tout ce qui s'ensuit, ma division, tout ça, nous sommes arrivés pour défendre Strasbourg. Et nous avons défendu Strasbourg, les Allemands qui attaquaient Strasbourg du nord et du sud, car ils bordaient le Rhin et ils avaient toujours des passages. Eh bien, nous avons réussi à les repousser, nous avons gardé Strasbourg. Après Strasbourg, nous avons poursuivi la bataille vers le nord de l'Alsace, vers Rotterburg, en gros. Nous avons traversé la ligne Siegfried, nous avons attaqué la ligne Siegfried, nous l'avons percée, et nous avons continué en Allemagne. C'était agréable pour nous. Au moins, chaque fois que nous tirions, chaque fois que notre artillerie tirait, les obus ne tombaient plus en France, mais tombaient en Allemagne. C'était vraiment très agréable pour nous. Nous sommes arrivés à Spire. Nous nous sommes regroupés à Gemmersheim, qui est un peu au-dessous de Spire, au bord du Rhin. Et dans la nuit du matin du 31 mars 1945, nous avons traversé le Rhin. Ça n'a pas été facile, mais nous avons traversé le Rhin. Nous avons fait une tête de pont de l'autre côté. Une fois de plus, mon régiment a percé. Ils ont fait une tête de pont. Nous avons élargi et les troupes françaises, la 3e DIA, etc., sont arrivées à rive droite du Rhin, où nous avons continué. Les Allemands se battaient très durement. C'était vraiment chez eux. Nous sommes redescendus vers la forêt noire, où nous avons livré une grosse bataille à Freudenstadt. Quand je dis nous, il
faut bien reconnaître que nous n'étions pas les seuls à livrer cette bataille. Il y avait d'autres régiments, d'autres divisions françaises. Bon, mais nous avons remporté la bataille de Freudenstadt. Je vous assure que ça n'a pas été sans perte et ça a été très dur. Bon, enfin, nous l'avons remporté. À ce moment-là, nous, alors là je parle de mon régiment, nous avons redescendu le long du Rhin en Forêt-Noire. Nous avons mis Strasbourg hors de portée des canons allemands qui étaient de l'autre côté. Et puis nous avons filé vers Stuttgart, où avec une autre division, nous avons pris un autre régiment, je ne sais plus lequel, nous avons pris Stuttgart. Stuttgart, nous avons filé presque plein sud, et nous sommes arrivés à Ulm. Nous avons pris Ulm, bah écoutez, aux environs du 20 avril, je ne me souviens pas exactement la date. Je crois que c'était le 23 ou le 24, ça n'a pas une grande importance. Ulm, pour nous, c'était quelque chose qui comptait, parce que c'était la grande victoire napoléonienne d'Ulm. Bon, déjà à ce moment-là, les Allemands commençaient, je ne dis pas à se débander, mais ils étaient moins durs. Il y avait surtout les SS qui se battaient durement. Il y avait d'autres formations allemandes, bien sûr, mais il y avait quand même pas mal d'Allemands qui levaient les bras. Et ce qu'il y a eu de grave, de très net, c'est qu'à partir de ce moment-là, nous avons eu affaire à des Hitlerjugend, à des jeunesses hitlériennes, ou des vieux qui avaient 60, 70 ans, ou des gosses, il n'y a pas d'autre mot, qui avaient 12, 13, 14, 15 ans, mais quelquefois 12 ans à peine. Et dans les petites routes, après Ulm, il y avait des barrages avec des arbres. À ce moment-là, comme nous travaillions en contact très étroit avec un régiment blindé, je ne sais plus si c'était pas la 5e DB, ou la première DB, mais je crois que c'était la 5e. Eh bien, dès qu'il y avait un barrage d'arbres, les blindés s'arrêtaient, bien entendu, parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire démolir par les Panzerfaust, par les Avantichars. Ces gosses, il n'y avait pas d'autre mot, avaient des Panzerfaust dans les mains et des espèces de petits fusils mitrailleurs qui s'appelaient, le nom m'échappe, parce que évidemment le temps passe. Bon, ça n'a pas d'importance non plus. Et c'est nous, infanterie, qui manœuvrions pour les contourner et nous attaquions par derrière ou par côté. Alors, ce qui était épouvantable les premières fois, que quand nous arrivions à portée de grenade, ou à portée à portée d'armes, de grenade, on lançait les grenades dessus, puis nous attaquions. À ce moment-là, c'est ça, je disais que c'était très dur, moralement, nous nous sommes rendus compte que nous avions affaire à des enfants, en quelque sorte. Et ce qui avait été terrible, c'est que ces gosses, blessés, nous pensions pour les soigner, ils nous crachaient dessus. Ça a été, ça nous a touchés à tous. On a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais à quel point la dictature a pu leur bouffer le crâne. Ensuite, d'ailleurs, je me suis dit, parce que j'ai réfléchi après, même après la guerre, et je me suis dit, au fond, ils étaient très patriotes. Et moi, rappelez ce que j'étais en 1940, je ne pouvais pas supporter de voir les Allemands dans un pays. 1940, j'avais 16 ans. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à 16 ans face à un Allemand avec une arme dans les mains. Pourtant, personne ne m'avait bougé le crâne. Mais j'étais très profondément patriote. Je suis resté, bon, en comprenant les choses, bien sûr. Mais ces jeunes Allemands, ils étaient véritablement bourrés de crâne, bourrés. Et jusqu'à la dernière seconde, tant qu'ils pouvaient tenir une arme, ils nous tiraient dessus. Et alors, au fur et à mesure que nous avancions, vers l'Autriche, vers le sud, eh bien, on rencontrait des quantités de points de résistance comme ça. Nous savions à l'avance que nous allions tomber sur des enfants. Personnellement, quand je donnais ordre à ma section d'ouvrir le feu, je le faisais avec un petit resserrement du cœur, mais je n'hésitais plus quand même. Parce que c'était eux ou nous. Hein. Bon, et puis nous sommes arrivés dans la neige, ça ne peut pas être bizarre de dire qu'au mois de mai, il y avait de la neige. Nous sommes arrivés à Saint-Antoine, de l'autre côté du tunnel. Si je vous dis qu'il y avait 2 mètres de neige, au moins, par endroit, ça peut vous sembler bizarre, au mois de mai, mais oui, il y avait beaucoup de neige. Et
la capitulation allemande, quand il faut bien dire la capitulation et non l'armistice, il n'y a pas eu d'armistice. La capitulation allemande nous a pris le 8 mai au matin, on nous a annoncé, le régiment nous a annoncé que cessez le feu, que la capitulation allemande avait eu lieu, que la guerre était finie. Je vais dire quelque chose qui vous semble bizarre aussi. Alors là, c'est tout à fait personnel. Quand j'ai appris ça, je ne sais plus, j'ai appris ça vers midi, je crois, peut-être après-midi, je ne me souviens plus. Je me suis dit, tiens, c'est fini et tu es vivant. Je n'étais pas le seul à penser ça. Mais ça n'allait pas plus loin. Il a fallu que ça soit le lendemain, c'est-à-dire plusieurs heures après, que je me rende bien compte que j'étais vivant et que la guerre était finie. Voilà. Ensuite, eh bien, ce n'était plus rien. Ensuite, c'était rencontrer les Allemandes, qui étaient toutes disposées à bien nous accueillir, etc., etc. C'était la vie qui reprenait ses droits. Oui, eh bien, je vous raconte tout cela. Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre 2003. Pas 1900, 2003. Voyez-vous, 5 novembre 2003, vous vous rendez compte, 45, 55, 55, près de 60 ans après. C'est ce qui explique que j'ai peut-être quelques ennuis de mémoire. Il y a quelques dates qui m'échappent, mais ça ne va pas plus loin. Et puis que je suis vieux.